Donald Winnicott, un grand psychanalyste, donnait les 27 raisons pour lesquelles une maman était esclave de son bébé. Donc c'est vrai que moi qui ai pas mal travaillé dans les relations précoces mère-bébé, on voit bien à quel point nous sommes parfois pris dans ce piège que être parent se devrait d'être une sorte d'image totalement idéale. Donc c'est vrai que je crois qu'il est important déjà de baisser le niveau de la pression et on a l'impression que les écrans sont devenus un problème de santé publique. Disons les choses. Vous avez quand même marqué maintenant sur le carnet de santé interdit de télé avant 3 ans. Bon, la question c'est qu'évidemment on a tendance de manière un peu banale de se dire je ne vais pas placer un bébé de manière excessive devant un écran. Et en même temps, le gros problème, c'est que toutes ces thèses ont appuyé sur le bouton culpabilité. Et la culpabilité est la pire des choses chez beaucoup de parents. Un parent coupable se sent souvent, devient le pire des juges. Et donc, évidemment, il va accuser l'écran d'être à l'origine de l'hyperactivité, pourquoi pas de l'autisme. Vous avez eu un médecin qui a quand même évoqué l'autisme virtuel, ce qui a fait que maintenant elle est en procès, malheureusement pour elle, puisque des associations de parents d'enfants autistes lui ont dit mais vous vous rendez pas compte de ce que vous dites, c'est pas un écran qui va rendre un enfant autiste. Donc il y a eu comme ça une sorte de panique morale autour des écrans et c'est vrai que mon rôle souvent a été plutôt d'essayer de comprendre tu peux passer, hein, c'est bon. Mes enfants sont là et c'est leur goûter, donc c'est important qu'ils puissent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Donc, je crois que c'est important de pouvoir, vous savez, à un moment, baisser le niveau de cette anxiété, parce que quand les parents ont peur, ils deviennent complètement incohérents. Donc, je crois que, première chose, essayons de réfléchir au contexte dans lequel on voit ces images. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur la triade, qui est un peu ma propre histoire, que j'évoque dans mon dernier livre, Et si les écrans nous soignaient, à quel point j'ai été un bébé biberonné aux images télé aux États-Unis avec une maman très seule parce que mon père travaillait énormément et elle déprimait. Elle était confinée avant l'heure, vous voyez, dans ces banlieues américaines des années 60 où on étouffe, où une femme comme ma mère, qui était une femme plutôt inintellectuelle, tout d'un coup s'est retrouvée au chômage et ne faisait rien. Et la télé l'a énormément aidée. La télé l'a énormément aidée et je dirais qu'heureusement que ma mère avait la télé parce qu'au fond, moi bébé, eh bien, je me retrouvais, comme tout bébé, être amoureux du regard de sa maman et voyez que quand même cette télé la réanimait, lui permettait d'aller mieux. Parce que des études, pour le coup très concrètes, ont montré que lorsqu'une maman qui est en souffrance, une maman qui est en souffrance aura beaucoup de mal à interagir avec son bébé. Vous savez, même ça peut avoir même des effets sur sa cognition, c'est-à-dire sur ses processus de pensée. Mais accuser l'écran, c'est faire l'économie d'une réflexion beaucoup plus complexe sur le contexte, à nouveau, et de confondre l'écran et le symptôme. Au fond, toutes mes histoires, et je vais en parler un petit peu, toutes les histoires où des parents m'appellent au secours, mon ado joue trop aux jeux vidéo, ma fille est trop sur Snapchat, ou je ne sais quoi, au bout d'un moment, on ne parle plus du tout des écrans. On parle de relations interhumaines. L'écran fait souvent écran. Mais on est dans une société où on a besoin de raccourcis. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, au fond, moi, j'ai toujours dit, faisons des écrans des alliés dans la dynamique familiale. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, au-delà de la famille, lorsque en 1997, donc ça date, je me suis retrouvé à travailler dans un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents dans le 93. Donc le 93, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Pantin et c'est une banlieue où il y avait des cas de saturnisme. Donc c'est une horreur absolue. Il y avait une très grande pauvreté. C'était souvent des populations émigrées avec beaucoup de mamans terriblement déprimées, des pères souvent au chômage et des enfants qui venaient pour troubles du comportement, violents, échecs scolaires. Et lorsque je faisais mon travail de psychothérapeute, vous savez, nous on utilise le jeu, le dessin, ce qui permet à l'enfant
d'exprimer quelque chose de ces traumatismes. Mais pour eux, on va dire que pour résumer, leur premier ennemi était eux-mêmes. Et donc, il fallait trouver une ruse pour pouvoir aborder les contenus inconscients. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris le risque à l'époque d'utiliser des jeux vidéo. Donc, d'où en 2005, mon premier livre qui s'appelle Guérir par le virtuel, une nouvelle approche thérapeutique. Parce que, voilà, alors, à l'époque, soyons honnêtes. Voilà, c'est important effectivement de préciser la date et je vous remercie parce qu'en 2005, effectivement, en fait, finalement, c'était il y a 15 ans. Et donc, les écrans n'avaient pas pris autant de place qu'aujourd'hui, quoi, clairement. Bah, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut bien comprendre qu'il y a eu un bouleversement avec l'apparition des jeux vidéo et de l'interactivité. Nous étions finalement très interpassifs face à la télévision. Nous la regardons d'ailleurs étrangement, les études ont montré que là, en temps de confinement, on la regarde énormément et en famille. C'est un autre problème. Mais c'est vrai que, comme disait un grand philosophe Binet, donc c'est les bidochons, hein, j'essaye un peu des traits d'humour. Je me disais, je ne connais voilà. pas celui-là. Ouais. La télé ne nous rend pas tout l'amour qu'on lui porte. Oui, c'est-à-dire que voilà, la télé nous allume, c'est une hystérique, elle nous donne envie, elle nous donne à voir ce qu'on ne peut pas avoir. Et finalement, des études complètement délirantes ont montré que Médiamétrie, hein, donc l'institut de sondage, que plus de 90% des plus de 45 ans pensent que ce que dit le journal de TF1 est vrai. C'est complètement délirant. Ça veut dire que nous sommes tous des païens. Et alors là, je fais évidemment référence, puisque je suis avec la communauté juive aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse est parti trop longtemps sur le mont Sinaï? Il y a eu le veau d'or. C'est-à-dire qu'au fond, on a besoin d'une représentation quand quelque chose nous manque. Et c'est évident qu'au fond, il y avait cette idée que l'image était devenue une sorte de fétiche, quelque chose de complètement fétichisé. D'ailleurs, vous savez que avec le concile de 800 après Jésus-Christ, il y a eu ce qu'on appelle les iconophiles et les iconoclastes. Doit-on ou non représenter le Christ sur la croix? Et parce qu'il y avait plein de païens qui étaient habitués à des représentations, on a représenté le Christ. Et finalement, c'est très étrange de voir que parfois l'humain a besoin d'images quand il se sent seul, d'une certaine manière. Avec le jeu vidéo, c'est un bouleversement total. Le jeu vidéo, quelque part, a défétichisé l'image. On pouvait manipuler l'image, on pouvait jouer avec les images. D'une certaine manière, on pouvait se les approprier, on pouvait les attaquer. Et c'est pour ça que pendant longtemps et encore, le jeu vidéo représente une culture, une contre-culture, une certaine culture de la transgression, pour toutes sortes de raisons. On va en parler évidemment. Mais c'est vrai que j'ai perçu d'emblée, alors je viens du cinéma et j'aime les images, et quand j'ai pu jouer à des grands jeux vidéo, je me suis dit c'est incroyable, c'est une expérience folle, une expérience complètement jouissive de pouvoir enfin manipuler les images, de pouvoir jouer avec les images. Et je dirais que cette génération née avec les jeux vidéo, paradoxalement, est une génération qui va plutôt bien dans leur rapport aux images, parce qu'ils sont habitués sur YouTube à fabriquer des images, sur TikTok à faire des petites vidéos, sur certains jeux vidéo narratifs à pouvoir se construire tout un univers. Et finalement, c'est là où ça devient intéressant, c'est cette idée que le jeu vidéo va me permettre de redevenir acteur d'une situation dans laquelle j'étais passif. Je vais donner un exemple très précis. Peut-être que certains d'entre vous ont été face à leur télé le 11 septembre 2001, ce qui a été mon cas. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ça a été un traumatisme collectif parce qu'on ne comprenait pas ce qui arrivait. Et qu'est-ce que c'est le traumatisme? C'est une situation où on est passif. Eh bien, suite à cela, le jeu Flight Simulator, donc c'est un jeu dans lequel, alors c'est pas vraiment un jeu, c'est un jeu de simulation dans lequel vous incarnez un avion, vous pilotez un avion, ne s'est jamais autant vendu. Ça veut dire quoi? C'est qu'au fond, les êtres humains, face à cette passivité, face à une image, ont eu besoin de conduire virtuellement un Boeing et de les scratcher sur les Twin Towers. Ce qui est complètement délirant, ça veut dire que voilà. Alors, au point où je travaille entre autres avec
le professeur Weiss de l'université de Haïfa, qui elle-même utilise des jeux vidéo, elle fait du modding, c'est-à-dire qu'elle va les retravailler avec des développeurs pour soigner des êtres humains qui ont été traumatisés par des attentats ou des traumatismes de guerre, ce qu'on appelle les PTSD. Donc vous voyez la puissance étrange qu'avait le jeu vidéo, comme cette capacité à pouvoir redevenir interacteur de situations dans lesquelles j'ai été passif. C'est la raison pour laquelle j'ai été en France le pionnier dans l'utilisation des jeux vidéo et que maintenant je forme la France, la Belgique, la Suisse. D'ailleurs, j'étais venu chez vous à Strasbourg pour former des collègues psychologues, infirmiers et autres sur l'utilisation des jeux vidéo comme médiation thérapeutique pour soigner des pathologies aussi bien des troubles du comportement, échec scolaire, hyperactivité. J'ai même travaillé sur l'autisme, sur la psychose, pour se rendre compte qu'il y avait un formidable, je dirais, laboratoire de recherche. Alors, c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Si je comprends bien, pour moi, ça soulève deux problèmes. D'une part, à travers donc, le jeu vidéo, la personne qui l'utilise redevient acteur, voilà. Lorsque vous racontiez pour le 11 septembre, par exemple, le traumatisme qui était dû à notre passivité, en faisant après, en jouant à un jeu vidéo qui reproduisait l'attaque du 11 septembre, en pilotant un des avions, donc on devenait actif dans le traumatisme. Mais le problème après, enfin, c'est que tout ça, c'est bien, on est dans un autre monde. Allô? Ouais. Oui. Voilà. Non, vous voyez, le problème, c'est que, d'accord, ça rend les gens acteurs de leur propre, enfin pas de leur propre, ça rend les gens acteurs d'une vie virtuelle, d'une situation, mais qui est virtuelle. Vous voyez? Oui, ben oui, mais attendez, moi je suis psychologue, je ne travaille qu'avec des espaces virtuels, c'est-à-dire l'inconscient. Oui, L'inconscient est un espace potentiel, évidemment, c'est la présence de l'absence. Donc ça veut dire que finalement, alors c'est pas forcément, je vais pas rentrer forcément dans le détail, mais à travers un avatar, il a été possible à beaucoup d'enfants et d'adolescents d'affronter quelque part des monstres qui étaient en eux. D'accord. Je devais résumer, mais c'est évident que, alors après, c'était dans un cadre, j'ai écrit pas mal de choses là-dessus, en fin de compte, sur la manière dont on peut utiliser des jeux vidéo pour soigner. Il y a même maintenant ce qu'on appelle le serious game, c'est-à-dire le fait de réutiliser la grammaire des jeux vidéo à des fins pédagogiques, dans l'éducation thérapeutique et dans même des situations véritablement thérapeutiques. Mais c'est évident que faut bien comprendre que finalement ceux qui d'une certaine manière confondent réel et virtuel, ce sont malheureusement les psychotiques. Un schizophrène qui délire, pour lui, c'est Lacan parle du réel du psychotique. Pour lui, l'hallucination qu'il voit, c'est réel. Donc ce fameux réel du psychotique montre cette incapacité à différencier l'ère du jeu. Le jeu, c'est faire comme si, c'est faire semblant. Ce qui est vrai, c'est que, en effet, à nouveau pour parler du fossé générationnel, quand j'entends une fois à une conférence, un père me dit « Hier, vous savez quoi, mon fils a tué 20 personnes ». C'est plutôt inquiétant. Il jouait à Assassin's Creed, donc est un jeu vidéo dans lequel vous incarnez un assassin, là c'était au Moyen-Âge. Et pour lui, c'était vrai. Et donc, ça pose plusieurs questions. Première question, mais ça c'est quelque chose que nous avons oublié parce que nous sommes censés être des adultes responsables, ce qui n'est pas mon cas, hein, je tiens à préciser, c'est que finalement, on a oublié que le jeu a toujours été une ère de mise en scène de nos pulsions agressives. Sauf que lorsque vous jouez avec deux Playmobil, bon, ça se voit pas, mais évidemment, vous les mettez en conflit. Que, mesdames, vous avez eu des poupées, peut-être que vous avez oublié, mais il vous arrivait parfois de lui arracher la jambe, de lui enfoncer un compas dans l'œil, et bien sûr de la recoiffer après pour réparer tout ce sadisme insupportable. Mais lorsque un enfant construit un grand Lego de 1 mètre, un de ses grands plaisirs, c'est de le détruire. Ça veut dire que l'ère du jeu est une manière
hein, c'est un espace de récréation dans le sens d'une recréation de ces tensions, de ces frustrations, de ces peines, de ces angoisses. Donc, l'ère du jeu est nécessaire. Alors, nous, adultes, nous sommes moins dans le jeu enfantin, dans le jeu libre de l'enfant. Alors, c'est parfois pire puisque nous jouons avec d'autres êtres humains. Bon, je pense qu'il est préférable plutôt de faire comme si. Mais c'est vrai que n'oublions pas que les enfants ne sont pas sages comme des images et que mon travail en travaillant en pédopsie, c'est d'aider ces enfants à pouvoir mettre en scène. Je vous donne un petit exemple. Peut-être que certains ici connaissent le jeu vidéo Les Sims, qui est un jeu de simulation de vie, bon, où vous incarnez dans une maison, vous fabriquez une maison, etc. J'avais une fille de 10 ans en thérapie et en fin de compte, alors, elle crée une très jolie maison. Elle s'incarnait elle-même. Elle avait incarné ses parents. Alors, elle avait zappé le frère parce elle préférait vivre seule avec ses parents. Et elle avait construit une très belle piscine. Et alors, ce qu'elle avait fait une fois, c'est qu'elle avait fait plonger ses parents dans la piscine. Elle avait enlevé l'échelle. Donc, ils sont morts noyés. Bon, c'est ça. Mon travail, c'est d'aider les enfants à mettre en scène ces questions-là. Et là, je fais bravo. Très, très belle mise en scène de la mort. Mais parce que n'oublions pas que même quand on jouait à la guerre, un des grands plaisirs, c'était de mourir. Dans des sortes de danses frénétiques, si on avait eu des effets spéciaux. C'est ça aussi, véritablement, l'ère du jeu. Et c'est vrai que pour beaucoup de parents qui n'ont pas connu le jeu vidéo dans leur propre enfance, il y a un fossé culturel. On a du mal à s'identifier. D'où l'idée intéressante, pourquoi pas, de jouer en famille. Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'était le sujet de votre livre. Oui, guérir par le virtuel. Guérir par le virtuel. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, d'abord, je cite Simone Evangelisti, là, qui nous regarde et qui a écrit, donc, qui note que l'artiste Haroun Farroukhi a raconté dans la projection vidéo Immersion en 2009 la thérapie pour les vétérans de la guerre avec l'utilisation de la réalité virtuelle. Exact. Bah oui. Oui, ce sont des études qui sont menées même aux États-Unis dans ce qu'on appelle les PTSD, donc les Post-Traumatic Stress Disorder, hein, ouais. Donc les traumatismes d'après-guerre, où on utilise, parce que souvent, entre autres, les soldats sont hantés dans une sorte de cauchemar répétitif par des images. C'est souvent en forme d'images, et donc justement, on voit bien comment le jeu vidéo va me permettre de rejouer quelque chose de cette scène. Et finalement, moi qui ai fait du psychodrame, c'est aussi à peu près du même ordre. On voit comment le jeu est un espace où je vais répéter, mais en redevenant acteur d'une situation. D'accord. Mais alors, c'est pour… Oui, pardon. Non, je vais finir. Alors, non, c'est vrai que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours perçu dans le jeu vidéo des choses. Alors, il y a toutes sortes de jeux, et c'est évident que j'y ai vu une culture émergente, et d'ailleurs, l'Union européenne a reconnu le jeu vidéo comme un objet culturel à part entière, et c'est même reconnu pour certains par, on va dire, un acte artistique aussi. Après, il s'est passé quelque chose de très étrange qui correspond véritablement avec l'avènement du haut débit. Donc, c'est à peu près il y a 14 ans à peu près. C'est-à-dire le fait qu'on a commencé à avoir des jeux en ligne. Des jeux en ligne, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des parents qui m'ont appelé parce que tout d'un coup, leurs enfants, leurs ados, voire leurs grands-enfants, donc des jeunes adultes, s'étaient totalement repliés dans leur chambre, des sortes d'ermites 2.0, et ne faisaient plus que jouer. Et donc, est apparu à ce moment-là le phénomène d'addiction aux jeux vidéo en ligne. Moi, je suis clinicien, donc j'ai soigné avec des jeux vidéo, mais étant donné que j'étais repéré comme un peu un psy spécialiste des jeux vidéo, énormément de parents m'ont appelé. Et donc, j'ai reçu, je dirais que depuis 14 ans, plus de 500 jeunes. Plus de 500 jeunes
qui souvent, les cas les plus graves, étaient déscolarisés, totalement déscolarisés. Et on repère la question de l'addiction dans la rupture des liens sociaux. C'est lorsqu'il y a une rupture des liens sociaux qu'à partir de ce moment-là, on repère un vrai phénomène d'addiction. Je ne sais pas, Gabriel, tu veux me relancer ou je oui, tout à continue? fait. Il y a un petit problème de son en fait là. C'est tout, c'est juste un peu gênant. Mais De mon côté? oui, enfin moi personnellement, je t'entends un peu moins bien. Mais Ah bon, alors je veux voir si je peux pas prendre un casque. bon, mais là ça va. Il faudrait que, je sais pas, nos spectateurs, vous entendez bien? Tout va bien? Ouais, bon là je vois, on fait comme ça, en fait, ouais, non, beaucoup ça a l'air d'aller. Alors écoute, on va Bon. continuer. On va continuer. Donc là, donc effectivement, je suis en train de penser à ça. Oui, bon, voilà, on me dit que ça va. Ok. Donc il y a eu un basculement, c'est ce que je pense que tu étais un peu en train d'évoquer, un basculement avec l'avènement des jeux en ligne. Et en fait, moi, c'est ce que je vois aussi, c'est que les jeux vidéo, ça a été, tu l'as très très bien expliqué, comment est-ce que donc tu l'as utilisé en thérapie et vraiment on comprend bien l'importance du jeu. Mais aujourd'hui en fait, alors là il s'est passé des années quoi. Aujourd'hui, c'est-à-dire 2020 ou 2018, 17, 16, enfin dans les 5 dernières années. Disons, où il y a le jeu, d'abord les gens jouent tout seuls, il y a les smartphones avec plein de jeux où on joue tout seul dans son coin et où c'est répétitif. Il y a une autre forme d'addiction qui n'est pas du tout un jeu où on se projette dans quelque chose dans un autre univers fantastique en fait. Lorsque le but c'est de mettre des petits bonhommes, de tuer des petits bonhommes ou de les faire sauter pour qu'ils ne tombent pas sur ou qu'ils tombent, je sais plus, dans des trous. Enfin, c'est assez limité comme espace mental en fait de jeu. On est dans quelque chose de et peut-être que c'est ça qui rend addictif et enfin, je sais pas, qui peut être plus dangereux. Et tout simplement, moi, je pense qu'il y a une forme, enfin, je vous pose la question en l'occurrence, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypnose face vraiment à l'écran, quoi, à l'écran du smartphone, à l'écran de la tablette, enfin, on l'a tous vécu, puis évidemment, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, c'est un autre problème. Oui, alors, la question, Gabriel, est très très large, mais je vais tenter d'y répondre. Pour dire les choses d'un point de vue un peu scientifique, l'addiction au virtuel n'est reconnue que pour les jeux vidéo en ligne. C'est donc l'Organisation mondiale de la santé qui, donc, il y a maintenant quelques mois, a reconnu d'un point de vue scientifique, avec des critères, entre autres inventés par Goodman, qui sont des grands théoriciens de l'addiction, pour dire, eh oui, l'addiction aux jeux vidéo en ligne existe. Bon. La question derrière, c'est que moi, j'ai une approche plutôt qualitative et des grands penseurs de l'addiction comme Oliver Stein m'intéressent, où il dit toujours, réfléchissons quand une drogue apparaît, même si le jeu vidéo n'est pas une drogue, hein, je tiens à le préciser, mais comme tout objet de plaisir, il peut devenir source d'addiction. Hein. C'est ce qu'on appelle des addictions dites comportementales. Le jogging en soi, c'est très bien, mais certains sont complètement addicts. Le vin, c'est excellent, mais certains deviennent alcooliques. La même chose pour la sexualité. Donc, c'est compliqué voilà. Néanmoins, moi, ce qui m'intéressait dans son approche, c'est de se dire, il y a d'un côté le consommateur, le produit, et en troisième, les faits de société, les faits de société et culturels. Ça veut dire que cette addiction, elle est née à une époque particulière. Les jeunes que moi j'ai soignés, ce sont des jeunes qui ont tous des hauts potentiels intellectuels, à plus de 99%, avec des QI de 140, 150, élevés dans le culte de la performance, de la réussite à tout prix. Ce sont des garçons. Ils vivent souvent seuls avec leur maman. Ce sont quelque part des héros dans le regard de leur maman. J'aime bien citer Romain Gary, La promesse de l'aube, qui nous montre bien comment cette mère juive, alors c'est un peu une caricature, qui va faire de son enfant un être, un héros, un homme idéal. Mais la réalité, c'est qu'il a rempli, hein, Romain Gary, tout ce qu'a souhaité sa maman.
Mais finalement, ces jeunes, ce sont des jeunes de cet ordre-là. Ce sont des jeunes qui sont, d'une certaine manière, tyrannisés dans le culte de la compétition et de la performance. Et puis, il y a le jeu. Et il y a des jeux, en effet, qui ont des ressorts addictogènes. Vous parliez, Gabriel, de petits jeux sur téléphone. Hein. Donc, vous avez, je ne sais pas, des petits jeux. Je sais pas, est-ce que certains ici jouent à Candy Crush? Ah, voilà, Candy Crush. Non. Bon, J'ai jamais joué, mais j'en entends beaucoup parler. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est le jeu le plus téléchargé. Il y a plus de 1,8 milliard de téléchargements. Et alors, pourquoi est-ce qu'on joue à ce jeu-là? Pour donner vos données à une compagnie qui veut savoir toutes les informations sur vous. Alors ça, c'est un autre point de vue. C'est l'idée qu'en effet, il y aurait derrière le GAFA qui chercherait à pomper nos données, etc. Mais c'est déjà le cas. On pourra en parler. Mais moi, je vais rentrer un peu dans le détail. Mais avec eux, c'est les mauvaises personnes aussi. Oui, mais finalement, disons les choses quand même. Qu'est-ce qui fait que moi, je joue à Candy Crush? Je vous donne mon exemple précis. J'ai un métier où ça avance peu. Quand j'ai un patient, parfois pour que, entre guillemets, un jour, ils me disent au revoir, merci, c'est terminé, il peut se passer 5 ans, 10 ans. Pas trop longtemps non plus. Dans ce jeu-là, en quelques clics, je passe d'un niveau 1 à un niveau 2. Ouais. J'ai une sorte de concentré du fait que je peux passer d'un niveau 1 à un niveau 2. Deuxième chose essentielle, et en France, on n'est pas très bon pour ça, c'est les rewards. Quand j'ai passé un niveau 1 à un niveau 2, j'ai des cotillons, des trompettes, so nice, j'ai des valorisations incroyables. Alors que vous, dans nos métiers, lorsqu'on a fini de présenter un projet, personne ne nous applaudit. Et ne parlons même pas à l'école, à quel point l'école est très mauvaise pour valoriser. Très, très mauvaise. Nous sommes terribles. Tout à fait. Donc, les jeunes vont chercher parfois des valorisations, même pas que les jeunes, des adultes vont chercher des valorisations narcissiques dans ces jeux-là parce que dans la société, il n'y en a pas. Voyez? Donc, c'est comment le jeu, voilà. Maintenant, la société, c'est la réalité. Si peut-être on n'a pas le money pour avoir une Bugatti, mais avec dans le jeu vidéo, ils vont nous donner un Bugatti, mais c'est pas la même chose. C'est vrai, mais évidemment que ce n'est pas la même chose et c'est vrai que vous avez raison que nous sommes dans l'espace du jeu, donc dans l'espace de l'illusion, du faire semblant et du faire comme si. Mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que finalement, là vous m'avez troublé avec votre question, monsieur, dans cette idée que finalement, j'essayais de comprendre ce que peut-être certains jeunes vont chercher. Les jeunes que j'ai soignés pour addiction, souvent sont confrontés à un échec dans leur propre vie, parfois scolaire. Sauf qu'ils ont toujours été tellement excellents sans travailler, parce que les hauts potentiels ont des réussites sans bosser, que tout d'un coup, ils s'effondrent. Ou un événement de vie, divorce des parents, ou alors un harcèlement à l'école. Et là, ils s'effondrent. Et au lieu d'avoir cette capacité à peut-être réinvestir le réel, ils vont s'enfermer à travers un avatar qui, en général, incarne, comme vous dites, une sorte de Bugatti, dans le sens d'un avatar qui est un héros, et vont continuer à se battre virtuellement pour échapper au fait que le réel est trop dur pour eux. Et parce que je pense que oui, le réel est très dur pour beaucoup de jeunes et d'adolescents. Je pense que les adolescents n'ont pas forcément une chance incroyable de vivre dans cette société. Il faut toujours aller incroyablement bien. Il faut toujours même être beau. Adultes. Pardon? Même les adultes aussi. C'est vrai, mais vous avez raison. Les adultes aussi souffrent d'être dans une société où l'idéal, d'une certaine manière, l'idéal du moi, comme on dit en psychanalyse, la réussite à tout prix, l'emporte sur le fait que c'est en perdant aussi qu'on apprend à gagner. C'est aussi par l'échec que l'on apprend. C'est en se trompant qu'on comprend la bonne réponse. Et très souvent, on a tendance à vouloir faire de nos enfants des prolongations de ces idéaux de réussite qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Regardez Instagram, regardez Facebook,
tout le monde va, alors pas en cette période, il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément bien, mais en général, les gens ne font que poster des instantanés d'un bonheur affiché. Tout va incroyablement bien, on est incroyablement heureux. C'est insupportable. Voilà que on n'est pas forcément. Et moi qui travaille beaucoup avec les adolescents, l'adolescence est une période de grande fragilité. C'est pas une période où on va très bien. Et vous savez, j'ai dirigé pendant 6 ans la cellule psychologique de skyrock.com, les skyblogs. Bon, peut-être certains ont connu ça. Et beaucoup d'adolescents avaient des blogs sombres, des blogs avec de la poésie. Peut-être que vous avez oublié, nous avons tous été des adolescents. Nous avons aussi écrit de la poésie dramatique. Il y avait une esthétique de la souffrance adolescente. Le jeune Werther, Rimbaud, ça existait. Où est-ce qu'un adolescent peut exprimer cette dimension de souffrance? Il n'y a plus de lieu. Parce qu'Instagram, il faut aller incroyable, faut être beau, il faut être performant. C'est ce qu'on appellerait la culture du so amazing, du waouh très américain. Hein, c'est une philosophie quand même très américaine qui parfois est étouffante, est terriblement étouffante. Mais alors, pardon, juste, qu'est-ce que vous dites aux ados? Comment est-ce que vous sortez de là? Alors, c'est très compliqué parce qu'au fond, je me retrouve avec beaucoup d'adolescents. Vous savez, quand l'addiction est trop forte ou que la pratique du jeu est excessive, et c'est une critique, le jeu vidéo va devenir le nouvel opium du peuple. Et entre autres de ces adolescents qui font des formes de crise d'adolescente virtuelle. C'est-à-dire que, au fond, je vous donne cette petite situation, certains adolescents peuvent continuer à dire aux parents qu'ils sont des vieux cons. Premier problème, beaucoup de parents ne supportent plus qu'on les traite de vieux. Cons, oui, mais pas vieux. Bon. Et puis, avant, qu'est-ce qui se passait? Au fond, nous prenions le risque de sortir du corps maison. Maintenant, je vais dans ma chambre, j'ouvre ma fenêtre, Windows, et j'exprime ma rage et je l'éteins. J'éteins ma rage d'une certaine manière à travers les jeux vidéo. C'est malheureusement la dimension que je trouve un peu nocive, c'est que quand je joue trop, je m'empêche d'une certaine manière de me révolter, de me rebeller. Et donc mon travail, c'est quoi? C'est très paradoxal, c'est que des parents me payent pour que leurs ados leur disent merde. Oui, d'accord. Vous voyez, c'est tout à fait correct. Alors, est-ce que dans ces cas-là, cet enfermement virtuel, enfin, c'est pas un enfermement, c'est, disons, on exprime virtuellement sa rage. En fait, toi, ce que tu essayes, c'est qu'ils arrivent à l'exprimer verbalement. En fait, pas que ça soit dans un espace fermé comme ça, ou bien c'est plutôt le problème, c'est la confrontation avec, en l'occurrence, les parents. Où là, la question, elle est là, la confrontation avec l'autre pour de vrai, et pas avec le virtuel où on sait que c'est pas la vraie vie. C'est ça le problème. Oui, c'est compliqué parce qu'en fin de compte, en effet, hein, je dirais que, et ça c'est ce qu'on retrouve dans la clinique en addiction, c'est que souvent, une des indications, c'est la thérapie familiale. Je propose parfois une thérapie familiale parce que c'est le syndrome de ce qu'on appelle l'enfant symptôme. C'est que tout d'un coup, l'enfant porte en lui le symptôme d'un dysfonctionnement familial. Donc, sans stigmatiser la famille, c'est plutôt d'aider l'adolescent. Et parfois, on se rend compte, ce qui arrive parfois, c'est que quand l'adolescent va mieux, la famille peut s'effondrer. Donc, ça, c'est très complexe. La question que moi, j'ai essayé de comprendre, c'est pourquoi ce virtuel? Et donc là, on retrouve cette spécificité. Et c'est très compliqué la cure par la parole parce que ce sont des jeunes quand ils ont des QI de 150, 160, avec une pensée logico-mathématique de très haut niveau, c'est ce qu'on appelle des hyper-geeks, ils ont un fonctionnement binaire. Avec la psychanalyse, c'est compliqué. Parce que, comme je vous le disais, c'est pas tout blanc, tout noir. Et donc, parfois ça marche, ça accroche, parce que tout d'un coup, ils vont se dire, tiens, l'inconscient, c'est génial. Mais je vais en faire un algorithme. Je vais créer l'algorithme de l'inconscient. Donc, on arrive à des choses complètement géniales et en même temps, tout mon travail, c'est de les aider aussi à accepter l'idée de perdre. Que perdre ne veut pas dire mourir, qu'on peut accepter de perdre. Alors, c'est là où c'est compliqué parce que malheureusement, avec l'avènement
de l'Organisation mondiale de la santé, au-delà du fait de est-ce que l'addiction ou non existe, ce qui est dramatique, c'est la prise en charge de ces jeunes. Parce que lorsqu'on diagnostique ce type de situation, la solution qui est proposée, ce sont des hospitalisations, parfois à grand renfort de médicaments, ce qui est complètement contre-productif, et surtout quand il s'agit de mineurs. Je trouve que donner, sauf quand on a vraiment une psychose avérée, mais ce ne sont pas des psychotiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle, comme je te l'ai expliqué, Gabriel, hier, j'ai créé une nouvelle forme de prise en charge qui a commencé en février, qui s'appelle l'école des héros, justement, c'est-à-dire ils ont été les héros de leur maman ou de leur papa, comment les aider à redevenir les héros de leur vie, où finalement c'est un programme où ce que je vais faire, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on valorise leurs compétences. On va non pas les stigmatiser comme des malades, mais plutôt de se dire, oui, il y a des fragilités, oui, ils sont déprimés, mais il y a aussi en eux des choses positives. Et donc, ça veut dire que toutes les après-midi, avec un professeur des Gobelins, donc qui est une grande école de design, vidéo et autres, de dessin, ils vont réaliser un jeu vidéo. Et le matin, lundi matin, je faisais, puisqu'avec le confinement, les choses se font maintenant à distance, la médiation par les jeux vidéo. Le mardi matin, création de jeux de rôle. Le jeudi matin, discussion en anglais. Et le vendredi matin, yoga, relaxation. Donc, c'est un programme complètement, et il faut savoir que c'est une expérimentation qui a été financée par l'État, par le Premier ministre, par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Et donc, ça a été un succès phénoménal puisque tous ces jeunes qui quand même souffraient de phobie sociale et phobie scolaire depuis 4 ans, qui n'avaient pas quitté leur chambre, hein, tout d'un coup se sont retrouvés à devoir socialiser en réel pour réaliser quelque chose, pour partager des choses, et les parents n'en revenaient pas, alors que la plupart étaient hospitalisés ou se devaient d'être hospitalisés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un succès. Malheureusement, le confinement a créé aussi que l'avenir est un peu en danger, mais je dois rencontrer en juin l'Agence régionale de la santé qui trouve cette formule très intéressante parce qu'il faut à tout prix éviter des hospitalisations abusives d'adolescents qui se retrouvent en service d'addictologie avec des fumeurs de joints, des jeunes qui prennent de l'héroïne, des jeunes alcooliques qui n'ont rien à voir avec eux. Et c'est comme une manière d'indifférencier les individus, ce qui pour moi est très violent. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais juste encore poser une question à l'envers pour le spécialiste de l'hyperconnexion. Au spécialiste de l'hyperconnexion que vous êtes, les gens, il y a encore des parents, des familles qui voient l'hyperconnexion comme quelque chose de dangereux, qui considèrent que les écrans doivent être quelque chose d'utilitaire strictement et pas passer sa vie dessus. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, qu'en est-il de jeunes, justement, qui, eux, ne seront pas sur les écrans, ne seront pas dans les jeux vidéo, seront un peu encore beaucoup du XXe siècle? Est-ce que ça peut aussi poser un problème, en fait? Non, mais alors, déjà, vous avez des études ont montré que finalement, les plus connectés, ce sont les 35-49 ans. 35-49 ans. Ce sont les 35-49 ans les plus connectés. Donc, on accuse finalement souvent nos adolescents, nos enfants d'être trop sur les écrans. Évidemment, certains le sont beaucoup trop. Mais finalement, l'adolescent, il est quand même toute la journée à l'école normalement. Et avec le confinement, on se retrouve à être sur les écrans. Alors, moi, j'ai quand même envie peut-être de conclure pour laisser un peu de temps aux questions-réponses, s'il y en a. Mais c'est de se dire, attention, dans ces temps de confinement, pour moi, le plus important, c'est un climat familial apaisé. Et c'est peut-être le moment intéressant où les parents peuvent enfin s'intéresser à ce que font leurs ados sur leurs écrans. C'est le bon moment, voire même de partager. Ça veut dire que finalement, souvent, les parents n'ont pas toujours le temps. Maintenant, ils ont le temps. Et donc, on peut se retrouver, même pourquoi pas, à partager une partie de jeux vidéo avec mes enfants au risque de perdre. C'est intéressant même de perdre en tant que père. Ça fait partie du cheminement logique de tout père. Donc, c'est vrai que je crois que c'est important de faire des écrans des alliés dans la dynamique familiale maintenant. Et il est évident que
je reçois exceptionnellement pas mal d'appels de parents dont un des ados est complètement sur son écran de manière totalement folle, excessive, bon, pour se rendre compte que le problème était déjà un peu là et que souvent l'écran va être une sorte d'antidépresseur. Il faut savoir que l'addiction est une lutte antidépressive et que finalement, c'est pas l'écran qu'il faut soigner, c'est plutôt la dépression, vous voyez. Ouais. Donc, c'est important de toujours faire attention à comprendre ce qui se passe au-delà de l'écran. Donc, on est tendance, comme je vous le disais, pour revenir au tout début, à être focalisé sur cette surface, alors que derrière, il y a tellement de choses et que même l'addiction aux jeux vidéo n'est que la partie émergée d'un autre problème, souvent beaucoup plus profond. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. C'est vraiment passionnant. Alors, je veux bien donner la parole, je donne volontiers la parole à nos auditeurs. Si vous avez des questions, vous pouvez la prendre, vous cliquez sur votre petit micro, comme ça vous avez la parole. Donc, n'hésitez pas à parler si vous avez quelque chose à dire. Bon, non, ou à écrire. Vous êtes toujours là, donc plus personne n'a de questions à poser ou de remarques. Bon, les gens sont timides derrière leur écran. Anne? Oui. T'as pas une remarque? J'étais en train d'y réfléchir. Disons que ce qu'il y a de génial dans l'addiction aux écrans, c'est qu'on peut quand même la pondérer. Et là, par exemple, avec ce confinement, l'apparition des Zooms, c'est fabuleux, quoi. C'est vrai. Merci, exactement. Ouais. Sans cette technologie, on n'aurait pas pu écouter Michael Stora. C'était passionnant. Merci beaucoup. T'entendre toi, Gabriel, dans ton interview, tu fais de mieux en mieux, même s'il ne faut pas être dans la performance. Donc, c'était vraiment top. Donc, dans un sens aussi, vive les écrans. Voilà, c'est tout. Oui. Alors, moi, je vais me permettre une petite remarque, puisque là, j'ai eu un article qui est paru aujourd'hui dans le Nouvel Observateur. Et c'est vrai que avec le confinement, il est évident que l'écran est devenu un médium étonnant et au point où d'ailleurs, vous savez, je continue mes consultations, mais je préfère le téléphone. Ah oui. Et oui, je préfère le téléphone parce que quand on se parle au téléphone, on vous parle dans le creux de l'oreille. C'est quand même plus intime. Donc oui, ça permet de faire des conférences, ça permet de partager des choses. Mais étrangement, je ne sais pas si certains ont fait des apéros FaceTime ou ce genre de choses. Quand vous raccrochez et que vous confinez seul, vous sentez encore plus seul. Il y a un problème avec l'image, c'est que vous savez, l'image est quelque chose qui met à distance et on a envie quelque part de se rapprocher de l'image. Et vous avez une sensorialité qui nous manque terriblement. Au-delà des gens avec qui nous confinons, c'est le toucher. Il n'y a pas plus empathique que le tactile. Et ça m'inquiète parce que nous sommes en manque de tactile. Et vous savez, j'ai quelques patients qui sont seuls, vraiment seuls et qui ne touchent personne depuis 1 mois, 2 mois. Et quand vous ne touchez plus personne, vous êtes moins touché par l'autre. Et ça, c'est un vrai problème, c'est que l'image, en effet, rapproche. On peut, mais à un moment, on a besoin du tactile pour confirmer que le monde existe. Et ça, ce sont des réflexions qui viennent de la psychologie du développement, qu'on appelle la transmodalité. C'est que finalement, ce qui permet à un être humain de se sentir unifié et entier, c'est le fait que les 5 sens correspondent. Et nous sommes dans des relations de plus en plus partielles. Alors, c'est vrai que, au fond, c'est malheureusement ce qui arrive chez l'autiste. L'autiste n'a pas réussi à faire cette expérience de transmodalité. C'est pour ça que l'autiste, parfois, va se renfermer. Attention, je ne suis pas en train de dire que nous devenons autistes, ça n'a rien à voir. Mais néanmoins, on observe des retraits. Beaucoup de gens même commencent à développer des formes de phobie sociale, ont peur de sortir. Et il y a de quoi. Il y a de quoi. C'est vrai qu'on a peur de cette histoire-là. Mais néanmoins, je pense qu'à un moment, moi, je ne sais pas pour vous, moi, je vois avec mes ados, ce qui leur manque, c'est de pouvoir toucher leurs amis. C'est le tactile.
C'est ce qui vraiment nous permet de nous sentir en lien avec l'autre. Et j'espère vraiment que que dans les mois à venir et bien avant, j'espère, nous pourrons enfin pouvoir nous toucher parce que c'est ce qui va me permettre de me sentir en lien avec vous, par exemple. Même si, même dans le cadre de conférences, je ne touche pas tout le monde, peut-être qu'on va trouver des nouveaux rituels où tout le monde va vouloir se toucher comme une manière de revenir vers un lien avec les autres de manière authentique. Oui, c'est bien. C'est vrai que j'ai une personne de ma famille qui est seule, qui a une quarantaine d'années, et qui m'a dit qu'effectivement, ce qui lui manquait le plus, c'était le contact humain, pouvoir toucher quelqu'un, la chaleur humaine. Bien sûr. Ceci dit, si on vous téléphone et qu'on ne vous voit pas, on entend votre voix et on vous imagine, ça revient au même. Mais être à côté de quelqu'un, c'est pouvoir le toucher, pouvoir partager, etc. C'est ce qu'il y a de meilleur au monde et c'est bien mieux qu'un jeu vidéo, même en ligne. Ça, c'est sûr que la relation partielle n'est pas suffisante. Mais vous savez, moi, j'ai des ados en thérapie. Avec les ados, ça marche pas très bien le téléphone parce que la voix, c'est trop intime. C'est étrange, hein? C'est comme si, voilà. Et donc, c'est pour ça que l'image, paradoxalement, met à distance. Voyez, beaucoup plus qu'on l'imagine. Même si des études ont montré que c'est quand même assez étrange. On est dans une société où l'image n'est pas simplement, n'a plus vraiment qu'un statut d'apparence, mais un statut existentiel. Beaucoup de jeunes, des millennials entre autres, donc les trentenaires, mais parfois même nous, c'est que si la chose n'est pas photographiée, c'est comme si elle n'existait pas. Ça veut dire qu'on voit que cette image est devenue quelque chose qui va bien au-delà d'une image. Donc c'est vrai que évidemment, ça nous permet de pouvoir avoir une forme de cohérence entre mon visage et ce que je dis, mais d'une certaine manière, moi en tout cas personnellement, je regarde peu la télé, j'essaye, j'écoute beaucoup la radio parce que la voix me berce beaucoup plus. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus intime dans la voix. Et en effet, l'imaginaire, vous savez que finalement le bébé nous donne une piste impressionnante, c'est que la première pensée chez tout bébé, c'est quand l'autre est absent, c'est quand la mère est absente. C'est-à-dire que l'être humain se représente finalement l'absence, peut avoir une pensée lorsque l'autre est absent. Et c'est cette capacité que vous avez nommée Anne Lévy, c'est-à-dire le fait d'imaginer. Et c'est cette imagination qui fait de nous des humains. Voilà. Merci beaucoup, Michael Stora. Je précise juste que cette imagination, elle se met aussi en marche lorsque l'on lit. Lorsqu'on lit, hein, la lecture, c'est exactement le même principe. Et donc, comme ça, je rappelle vos livres, et dont le dernier est Si les écrans nous soignaient, aux éditions RS. Et à mon modeste niveau, j'espère qu'on aura la chance de t'accueillir au Salon du Livre de la Vizzo. J'espère qu'il aura lieu. Voilà, normalement, début décembre prochain. Voilà, 1er dimanche de décembre. Merci beaucoup pour ton intervention. Et merci à tous les spectateurs, tous les auditeurs. Je vous donne rendez-vous en principe. Alors, en principe, c'est ce vendredi pour une dernière, en tout cas pour la semaine, une dernière conférence où on parlera plutôt du déconfinement et probablement avec un philosophe, en l'occurrence avec Norbert Angel, voilà, le professeur de philo. Voilà, alors vous serez au courant évidemment. Merci beaucoup Michael. Merci beaucoup, Gabriel, et au revoir à tous. Au revoir. Voilà. À bientôt, j'espère. Au revoir. Hop, je mets fin à la réunion.